Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je m'appelle Yassine Ibrahim, je suis médecin, cardiologue, spécialiste en rythme du cœur. Je m'intéresse particulièrement à la question de thérapie par le jeûne depuis 3 ans. Et c'est un domaine, subhanallah, plus je l'étudie, plus on découvre que c'est extrêmement vaste, extrêmement enrichissant, énormément de choses pratiques qu'on peut mettre en œuvre et qu'on peut surtout tirer profit. Et c'est le moment, je vais vous partager une présentation, vous m'excusez, un peu technique, c'est médical, mais je fais vraiment de la simplifier au plus possible pour que vous rendiez des messages clairs. N'hésitez pas à m'interroger, n'hésitez pas à me poser des questions. Ce n'est pas un cours que je vous fais là, c'est vraiment une présentation interactive. Donc, la diapositive suivante. Donc, la thérapie par le jeûne, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc, même d'autres peuples, de non-musulmans, mais qui ont vraiment eu le mérite du jeûne. Là, vous voyez un proverbe allemand, une maladie qui ne peut pas être soignée par le jeûne ne peut être soignée par rien d'autre. Suivante. Je vous parle rapidement des causes de mortalité dans la société occidentale. Les gens meurent de 2 choses principalement, de 2-3 choses, ou bien le cancer, ou bien les maladies cardiaques, ou bien les maladies, bon, en général, les AVC, ça rentre dans les maladies cardiovasculaires. Comme vous voyez les facteurs de risque, qu'est-ce qui donnerait le plus ce genre de maladie? C'est toujours la même chose. Ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaires qui sont à peu près les mêmes pour les cancers. Que ce soit le tabac, le surpoids, la surcharge pondérale, l'alcool, l'obésité, le manque d'activité physique. Ça, vous le retrouvez facilement dans tous les traités de médecine qui vous parlent des facteurs de risque. C'est pour ça que je vous invite vraiment à les étudier. Celui qui fume, il faut qu'il arrête de fumer. C'est à moi, Bonnie, c'est une occasion. Celui qui est vraiment en excès de poids, c'est une occasion de faire attention, de se restreindre. Il se restreint de manger pendant 18 heures. Il peut facilement se contrôler le restant de la nuit. C'est une occasion en or de perdre 10% de poids sans faire vraiment de gros efforts. Et comme je vais essayer de le montrer. Suivante. Donc, c'est juste quelques messages rapides. Ça reste, bien sûr, le jeûne, c'est une éducation spirituelle, c'est une obligation religieuse pour le mois de Ramadan, mais en termes médicaux, on peut l'utiliser pour traiter d'autres pathologies. Les changements d'habitude alimentaire durant le jeûne, on va engendrer des changements physiologiques. Le corps n'est pas habitué, normalement, à ne pas s'alimenter. Et pourtant, il y a des mécanismes dans le corps humain qui permettent de vivre même en privation d'alimentation. C'est ça que vous devez le savoir. Le corps humain, il est capable de vivre longtemps sans manger, même de jeûne continu. Il faut par contre se réhydrater et on va voir que le corps humain, il est capable d'activer, de produire des combustibles, essentiellement le glucose, et d'autres en cas de jeûne prolongé, sans mettre en danger la vie des organes et des organes vitaux notamment. Voilà, suivante. Donc, quand on va observer qu'est-ce qui se passe, là je vous ai mis vraiment en préambule, qu'est-ce qui se passe dans le corps humain, dans vos corps, vous êtes en train d'observer un jeûne. L'estomac baisse la sécrétion de l'acidité, le pancréas, c'est l'organe qui sécrète l'insuline. L'insuline, c'est l'organe de l'abondance. Dès que vous mangez, dès que vous digérez, dès que vous mangez des choses, l'insuline va s'être sécrétée. Parce que l'absorption dans le sang de sucre, de glucose, va être un facteur d'augmentation de la glycémie sanguine, qu'il faut vraiment le stocker et qu'il faut vraiment l'éviter qu'elle monte trop dans le sang. Ça, c'est le travail de l'insuline. Et donc le pancréas, ça c'est l'usine qui fabrique de l'insuline en permanence sécrétion dès que vous mangez. Et ce qui est intéressant, c'est que l'insuline, c'est l'hormone qui fait grossir, l'hormone qui fait augmenter le taux de lipides, c'est l'hormone qui va être un peu prise par le piège en cas de diabète, parce que si on apporte énormément d'alimentation, on va avoir une forme d'insulinórésistance. Et voilà. J'en passe un peu à la suivante. Donc,
Je vous ai parlé un peu brièvement de combustible de l'organisme. Quel est le combustible qui permet aux cellules humaines de vivre? C'est le glucose. Sans la glycémie, sans le glucose, les cellules normales, humaines, physiologiques, animales ne peuvent pas vivre. C'est vraiment le combustible de base, le combustible vital. Il faut deux choses en réalité. En plus de glucose, il faut également de l'oxygène pour que la cellule fabrique de l'ATP, de l'énergie qui permet à vous, aux muscles, de produire, de bouger, de réfléchir, etc. De produire de la chaleur. Ce qui se passe pendant le jeûne, le taux de sucre, il faut qu'il se maintienne. Il faut qu'il reste stable entre 0,80 et 1 gramme. Pour maintenir un taux de glycémie stable, l'organisme, le corps humain va fabriquer de la glycémie à partir de muscles, à partir des acides aminés. بزاف ديال الاخوه قالوا لك لو كان دير شويه العربيه احسن دير الفرنساويه خلاص نخلط العربيه مع الفرنسيه. الاخوه يحتاجوا شويه ديال العربيه. الله يبارك فيك جزاك الله خير. يعني بالتلخيص بالعربيه في فتره الصيام تقع تغيرات فيزيولوجيه فيزيائيه في البدن في الجسد الانسان. وهذه التغييرات من اهمها ان اكثر الاعضاء تقع وتبقى في طور الحميه. ولكن الصيام لا يمنع من حدوث برغم كل هذه التغييرات بعض التعديلات في الفيزيولوجية. مثلا السكر هو الذي تحتاجه الخلية الجسدية يبقى مستواه مستقر رغم الصيام، وقد يكون الصيام مدة طويلة لكن يبقى السكر لأنه يبقى مستقر. كيف نفسر بقاء ذلك؟ نفسر بقاء ذلك بطورا يعني باستقرار أن الجسد الإنسان يعني بفضل الله سبحانه وتعالى تقع فيه تغييرات، منها أنه يستطيع صناعة السكر من البروتينات، ولكن يقول قائل بعد مدة البروتينات سوف يقع إهدارها وسوف يعني يفرغ الجسد الإنسان من عضلاته ومن قوته، فيجب إحداث طرق أخرى لبقاء السكر في المستوى مستقر، وهذا ما سوف نراه. Donc la consommation de glucose, elle va être d'abord stockée au niveau du foie. C'est le stock hépatique, ce qu'on appelle le glucogène, qui va être utilisé en premier. À peu près 300 grammes, ce qui permet d'utiliser 8 heures, 12 heures, 24 heures maximum. Au-delà de ça, c'est la fabrication de sucre à partir des protéines. Donc l'organisme va détruire, le corps humain va détruire des muscles pour permettre aux jeûneurs de pouvoir vivre. Mais au bout de 2-3 jours, c'est pas bon. C'est la destruction de la masse musculaire et c'est vraiment la faiblesse. Alhamdulillah, il y a d'autres mécanismes qui rentrent tout doucement en jeu, ce qu'on appelle la fabrication des corps cétoniques, c'est la destruction des lipides. Le corps humain n'est pas capable de fabriquer du glucide à partir de lipides, excepté ce qu'on appelle le glycérol, qui est une fabrication de glucides à partir de triglycérides. Mais ça ne va pas suffire. Il faut également trouver d'autres combustibles. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que d'autres combustibles qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours. Au bout du 4e, 5e jour de jeûne, surtout à partir du 10e jour quand on jeûne le ramadan, il va rentrer en jeu, ça s'appelle le corps cétonique. يعني في وقود آخر يصنع جسم الإنسان بخلافا على السكر، وهو ما يسمى بالأجسام السيتينية، وهي عبارة على حوامض دهنية قوية دسمة لا يستطيع أن ينتجها الإنسان العادي في الحياة العادية إلا في حالتين: حالة انعدام الأنسولين عند المرضى السكري، وحالة الصوم المتواصل. الفرق بين السكري والصوم أن في حالة السكري يقع الأنسولين غير موجود، فيقع إفراز الحوامض السيتينية لبقاء الجسم، ويقع إفرازها في البول، وقد يؤدي ذلك إلى أعراض خطيرة. بالنسبة لحالة الصوم، وحالتنا وما هو موضوعنا اليوم في الصيام،
الحوامض الستينية le corps cétonique هذه سوف يقع أيضا امتصاصها من عضوين هامين وهما العضلات le muscle والمخ le cerveau. هذا يسمح بالبقاء مدة طويلة في قدرة كبيرة على الإنتاج وعلى المقاومة وعلى الصمود وعلى التحرك رغم قلة الخزائن بالسكر. La suivante, s'il vous plaît. Donc on a parlé des jeûnes courts et les jeûnes prolongés, etc. Bon, c'est un peu technique, c'est un peu la physiologie, mais c'est important de comprendre pourquoi le jeûne, il faut qu'il se prolonge. Si vous jeûnez qu'uniquement 2-3 jours, c'est pas comme si vous jeûnez 10 jours. Comprenez? Parce que le corps cétonique ne va pas se présenter tout de suite, il ne va pas s'être fabriqué. À moins que vous jeûnez comme les Russes, ils font le jeûne prolongé, vraiment pas boire que de l'eau et sans manger, ce qu'ils proposent, hein, c'est un jeûne thérapeutique pour eux, de manière un peu intensive pendant 15 jours, voire 3 semaines, voire plus. Hein. Et voilà, ça c'est une forme de jeûne un peu agressive que l'islam ne nous demande pas de le faire, il nous demande simplement d'observer le jeûne pendant le jour et de manger la nuit. Ah, par contre, manger la nuit, il ne faut pas manger, faut pas rattraper ce qu'on appelle les calories, le 2400 calories en un seul repas, c'est pas possible. C'est vraiment le contraire de l'esprit du jeûne, l'esprit de ce mécanisme que le corps humain doit le préserver pour permettre de se mettre en diète. La suivante. Voilà. ابتداء من الخوم الخامس أو الرابع تقع إفراز الحوامض الستينية هذه التي ينتجها الكبد وستدخل في الدورة الدموية ويقع امتصاصها من العضلات ومن بعض الخلايا وخصوصا الخلايا العصبية. هذا الحوامض الستينية لديها قدرة طاقة هائلة كبيرة. Ça vous donne la forme. Même si vous êtes en train de jeûner, même en fin de journée, vous êtes capable de courir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Peut-être pas le premier jour. Le premier jour, vous allez sentir fatigué, etc. C'est normal, c'est fait logique. Le fait de jeûne, il commence à être intéressant à partir du 10e jour. Et ça parce que c'est un phénomène d'adaptation. Au départ, le stock en glycogène. Après, c'est la destruction des muscles et la destruction de certaines formes de lipides, mais qui ne permettent pas de fabriquer le sucre, jusqu'à un phénomène d'adaptation qui permet de fabriquer le corps cétonique. Alors, يعني سبحان الله, ça c'est هذه التغيرات الفيزيولوجية سوف تقع على مدة طويلة. Enlève le... Je ne sais pas ce qu'il faut. Vous le débranchez, oui. Voilà. معلش. بسم الله. Faut qu'il s'ouvre déjà. Bismillah. Cherche-le ici. Non mais il est en train de démarrer. En attendant qu'il résulte le problème de démarrage de l'ordinateur, si vous avez des questions. Donc moi on va changer un peu le programme le temps que la présentation se met en route. Est-ce que parmi vous, des gens ont perdu le poids l'année dernière ou commencent à perdre du poids pendant le jeûne? Cette année? Oui. Allah yabarak. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont continué à prendre du poids? Ça, c'est possible aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui restent au poids constant? Voilà. Oui. Tout ça, c'est possible. Je vais faire la présentation et après, bon, là, je me permets de faire un peu la discussion pour vous dire qu'à la fin,
Le jeûne, normalement, sauf si vous êtes vraiment en masse grasse très limitée, il est censé vous faire perdre du poids. Il est censé également vous protéger votre profil lipidique et glucidique. À un moment donné, le jeûne va également permettre d'améliorer des paramètres de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, etc. D'hypertension, de diabète. Et c'est prouvé. Des études ont été faites par des non-musulmans, ont prouvé que le jeûne, appliqué dans des pathologies graves, le diabète type 2, l'hypertension artérielle, l'excès de cholestérol, ça permet de réduire de manière considérable le taux d'incidence de maladies cardiovasculaires. Et à votre avis, est-ce que ça marchait chez les musulmans? Je vous laisse réfléchir pendant qu'on va remettre l'ordinateur. Je vais entendre votre réponse. C'était quoi la question? Non, la question est la suivante. Oui. Oui. Non. Pour les diabètes, zéro insuline. Alors, sur le diabète sous insuline, السكري اللي يستعمل الانسولين يحظر عليه شرعا وطبيا عن الصيام. Je ne parle pas des cas où les gens ne peuvent pas jeûner. مرض السكري المريض الذي يحتاج إلى الانسولين لا يستطيع الصيام. Il ne peut pas jeûner. Pour la simple bonne raison أنه بدون أنسولين لا يستطيع. Il est obligé de se piquer à l'insuline. وكلما يعني حقن نفسه بالانسولين سوف ينزل السكر مستوى السكر الى يعني مستويات حرجه ويحتاج صاحبها الى الاكل. Vous comprenez? Donc il est obligé de remanger, de s'alimenter, sinon il risque d'avoir des effets indésirables de l'insuline de manière très grave. Est-ce que ça imagine ça remarche? C'est la grève de l'informatique aujourd'hui. Malich, on fait les questions-réponses. Comment? Pour les diabétiques type D. Alors, le diabétique type 2, c'est un diabète qui normalement, s'il n'est pas au stade sévère, s'il n'est pas au stade de maladie très avancée, le diabète type 2, c'est le type même du diabète sur lequel le jeûne est très efficace. يعني السكري رغم النوع الثاني السكري نوع يعني الدسم يسمى الديابيت gras. Le jeûne, الصيام عليه تأثير كبير عنه، تأثير إيجابي. لماذا؟ لماذا حسب رأيك؟ يأكل خلايا الدهنية في الصيام. الله يبارك فيك. ولكن هل هذا فقط؟ ابتداء من 5 يوم. ما هو سبب أنه ما هو الشيء الذي يجعل من الصيام لديه مفعول إيجابي وطبي ضد السكري من الثاني الصنف الثاني؟ C'est simplement parce que c'est un phénomène, au contraire, c'est pas un manque d'insuline le type 2, c'est une résistance à l'insuline. Il y a trop de sucre. Comme trop de sucre, il y a trop d'insuline, trop de sucre, trop d'insuline, trop de sucre, trop de sucre, trop d'insuline. À un moment donné, les cellules qui absorbent l'excès de sucre, ils vont avoir une certaine latence, une certaine lenteur. Et ils vont avoir une forme de résistance à l'insuline. Pour améliorer la résistance, deux choses. Ou bien réduire considérablement de l'alimentation sucrée, ce que le jeûne vous fait faire. Hein. Et également, qu'est-ce qui permet également de consommer le sucre? L'activité sportive. Allah yabarak fik, l'activité sportive, l'activité physique. Ça, c'est deux choses sur lesquelles il faut agir. Saad Majid, مازال عامل علينا grève ولا كيفاش؟ On s'approche. Donc l'activité physique est très importante. Également le jeûne type 2, le diabète type 2, c'est un type de diabète qui permet d'être très efficace. Est-ce que vous connaissez d'autres maladies où le jeûne est très efficace, sur lesquelles le jeûne est très efficace, recommandé? Le cancer, on va le laisser en phase à la fin. On parlera un peu à la fin parce que c'est quelque chose de très technique et il faut que ce soit vraiment sous contrôle médical. L'hypertension artérielle, oui, excellente remarque.
L'hypertension artérielle, si vous avez une hypertension artérielle, vous jeûnez, vous allez agir sur la volémie, vous allez agir sur le taux d'apport de sel, vous allez agir sur beaucoup de choses qui vont vous permettre d'augmenter la résistance vasculaire et vous allez à la fin améliorer considérablement la pression. يعني الصيام لديه منفعة كبيرة ضد ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم منها يعني نقص في الأملاح المعدنية ونقص في المياه ونقص أيضا في الضغط الهرموني. Est-ce que ça génère une baisse de tension les premiers jours de... Ah oui, 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 oui. Oui, oui. J'ai connu ça pendant les 2 premiers jours. Oui, oui. Très basse. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai failli tomber ici d'ailleurs. Tu as fait tomber dans le... Parce que c'est un problème de baisse de glycémie. C'est intéressant ce qui est dit. Baisse de glycémie, baisse de la pression artérielle. La tension, elle est normale. Oui. 38, et un jour, finalement, peut-être c'est Rachid, j'ai failli tomber. Ça fait un malaise vagal, ce qu'on appelle un malaise vagal. Alors pourquoi et c'était avant le gel? On en parlera. Tu t'es réhydraté à ce moment-là? Tu venais de manger? Tsahart ou tsahart? Tsahart. On en parlera. Tu me rappelleras la question à la fin. Je t'expliquerai. La suivante, Allah barik fik. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Si, je l'ai déjà vu. Juste pour réfléchir. Hein. C'est traduire pour les Francs. Alors, c'est marqué. Vous savez que dans certains pays européens, on peut jeûner jusqu'à 21 heures. C'est fou, hein? Ils méritent, ce sont des koffars. Bien fait pour eux. Bah, bien fait pour nous. Bon, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire le jeûne, il est fait pour vraiment Si tu peux revenir là, d'avance, s'il te plaît, Abdelmajid Khouelaziz. On a parlé un peu de l'acide gras, on a parlé un peu de adipeux, on a parlé un peu de corps cétonique. On a parlé, je veux juste un peu de certaines formes de corps cétonique. Le corps cétonique, c'est le combustible qui va se mettre en route à partir du 10e jour. Il commence un petit peu au bout du 5e jour. Et vous savez de quelle élimination? L'acétate, l'acidopyruvate, tout ça, l'acétone, c'est une élimination pulmonaire, par la ventilation. Et vous comprenez après le hadith, vous connaissez le hadith qui vous parle وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Vous comprenez donc ce hadith qui vous parle de le haleine du jeûneur est meilleur pour Allah subhanahu wa ta'ala que le parfum du misk. Voilà. C'est juste la petite remarque et le petit clin d'œil islamique pour vous dire que, subhanallah, même les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, énormément de choses scientifiquement fondées. Tafadalou. La suivante. La suivante. Bon. Quel impact du jeûne sur la santé؟ ما هي يعني تأثيرات الإيجابية والسلبية للصيام على الصحة على صحة الإنسان. تحدثنا منذ قليل عن التأثيرات على الميتابوليزم يعني الكوليسترول والشحوم والدهنيات والسكري وغيره. À votre avis, quel sera l'effet sur le cholestérol? Parce que tu as lu la plaque, non? La diapositive. Tu le sais, hein, mashallah alik. Pourquoi, à ton avis? Peut-être pour les aliments, moins d'aliments. On mange moins et on élimine plus que le cholestérol, il y a le bon et le mauvais. Ok. Si le corps commence à prendre le stock et on commence à manger. Il commence à épuiser ses stocks, donc c'est un peu logique qu'il... Le cholestérol il va être également brûlé. Donc non seulement il va le consommer dans le sang, mais également on va le puiser dans les stocks qui se trouvent dans le tissu adipeux, sous-cutané, que ce soit au niveau abdominal ou au niveau fessier ou interorgane. On est d'accord? Tenez-vous à la fin, je vous poserai une question, vous allez voir la surprise. Donc la pression artérielle, on en a parlé, elle va être baissée de manière considérable. Celui qui a une forme d'hypertension artérielle labile, intermédiaire, un peu résistante, je ne vois pas si Rachid. Au bureau. Au bureau. Hein. Voilà.
Bon, il faut continuer le jeûner. Le jeûne, c'est un excellent moyen de prévention contre l'hypertension artérielle et de contrôle de la pression artérielle, surtout au début. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre les médicaments, c'est toujours sous accompagnement médical. L'augmentation de certains hormones protecteurs, qu'on va aller voir, ce qu'on appelle les prostaglandines, et également l'hypertension artérielle, c'est surtout la cause des accidents vasculaires cérébraux, et la cause des accidents vasculaires également cardiaques, des troubles du rythme gravissimes, et même une grande cause des infarctus. La suivante. Alors, ça on en a parlé, la suivante. Bon. بالنسبة للأمراض السكري واضح أنه الصنف الوحيد الذي يستطيع الصيام هو الصنف الثاني. نذكركم الصنف الأول ما يسميه الأطباء الصنف الأول هو الصنف الذي يحتاج إلى حقنة الأنسولين لأنه إفرازات الأنسولين في البنكرياس معدومة غير موجودة ولا يستطيع الإنسان العيش بدون أنسولين. وصاحبنا المريض اللي عنده السكر الرقم 1 والصنف الأول 1 لا يستطيع الصيام وهو من معذور ومحرم عليه شرعا وطبيا وعقليا الصيام. واضح؟ Donc le diabète type 1, celui qui se pique à l'insuline, il n'est pas du tout concerné par le jeûne. Pour lui c'est interdit, islamiquement, rationnellement et médicalement, surtout médicalement parlé, de jeûner. Maintenant quand je parle de diabète, je ne parle que de type 2, le diabète gras, le diabète insulino-résistant. Que beaucoup de Maghrébins l'ont. À 50%, vous êtes diabétique au-delà de l'âge de 50 ans. Vous le savez, ça? Je sais que vous êtes beaucoup diabétiques ici. Malheureusement. Parce que le mode alimentaire des Maghrébins typique en France, en Europe occidentale ou en Amérique du Nord, il est mode complètement out, complètement désadapté. Là, j'ouvre une parenthèse. À votre avis, pourquoi? Trop de gras. Trop de sucre. Trop de sucre, hein. C'est quoi le sucre? Où est-ce qu'il est? Zlabia. C'est l'eau. Le thé. Chamir. C'est tout? Trop de gras aussi, la viande. Là. J'ai entendu quelque chose là. Le pain. Qui a dit le pain? Qui a dit le pain? Le pain. Le pain. Mettez 10 traits sur le pain. Le pain, c'est de sucre. Le mouton aussi. Le mouton, je parle de sucre, je ne parle pas de gras. Donc le pain, nous les Maghrébins, les Arabes, on est des khobzistes, hein, on les appelle comme ça. Sans khobz, on ne peut pas manger. On donne les pâtes, il sort le pain. Voilà, c'est vrai. Le macaron, il mange des spaghettis. Non, non, le pain d'abord. Il commence à manger. Ben, ça, c'est... Je vous en parle un peu, mais c'est vraiment à peine caricaturé, c'est vraiment réel. Et le sucre, ben, le pain, c'est du sucre, c'est de l'amidon. C'est pas un goût sucré, c'est vrai, c'est pas le goût de sucre rapide, mais il va être détruit tout doucement par le sucre gastrique, il va être transformé en sucre. Donc le pain. Quoi d'autre? J'ai pas entendu quelque chose qui apporte énormément de sucre, vous ne l'avez pas dit. Hein? Le pomme de terre, c'est des féculents, ça contient un peu plus de fibres, c'est moins grave que le pain. Le pain avec pomme de terre, les boissons. Oui, si on mange des frites, c'est encore pire, oui, je suis d'accord. Il n'y a pas que ça. Non, les dattes, ça va. C'est du fructose. Le gazeuse. Oui, les boissons. Il faut parler des choses. Appeler un chat. Hein? Vous savez que quand vous prenez un jus d'orange pressé, il vous faut combien de jus d'orange? Combien d'oranges pour faire un jus d'orange? Un verre. 6, 7. Bon, on va dire 4 à 5. Ok? 4 à 5. C'est vraiment un orange trop juteuse trafiquée pour mettre 3, mais normalement c'est 4 à 5. Vous mangez 5 oranges. Vous mesurez votre taux de sucre. Il va peut-être monter à 1,80 g, 2 g. Vous avez mangé 4 oranges, vous l'avez épulché, vous l'avez mangé cadran par cadran.
Vous en avez mangé combien, on a dit 5. Hein. Normalement, au bout de la deuxième, la troisième, on n'en peut plus. Hein. Là, vous avez mangé 5. Votre taux de sucre il va monter à combien 1,80 grammes. Là, vous prenez votre jus, verre de jus. On a dit combien d'oranges on a mis 5. On va dire 4, pas 5. 4. Vous le buvez, votre taux de sucre il va monter à combien à votre avis 80. Qui a dit 1,80 m 180. Pas loin, pas loin. Il va monter à 3-4 grammes. C'est là. 2-3 fois plus. Alors que théoriquement, vous avez mangé exactement la même quantité de sucre. À votre avis, c'est quoi le problème? Non, je parle du jus de pressé naturel. On n'a pas mangé de fibres. Allah yabarak fik. Ça s'appelle l'effet sucrant d'absorption. Quand vous mangez des oranges naturelles, l'absorption de sucre ne monte pas très vite. Alors Dieu, calme-toi, je t'en ai donné un peu, attends un peu, je donnerai après. C'est ça le fibre. Il va dire au l'estomac, laisse un peu pour ça ne choye. Attends un petit peu pour la suite. Ça va être absorbé mais de manière progressive. Tandis que si vous buvez un jus d'orange, ben c'est tout. Dans les 5 minutes, le taux de sucre va être complètement absorbé. Et ça, les habitudes modernes, les fast-food, ils ne vous le diront pas. Vous savez qu'il y a combien de morceaux de sucre dans une canette de Fanta 9. 30 grammes de sucre. Dans une canette de 33 centilitres. Tu vois, ils ne vous le diront pas, forcément. Donc, ça, c'est des conséquences. Écoutez-moi bien maintenant. Bon, je vais dire, tant pis pour la conclusion, je vais faire un peu de choses. Le but, c'est pas de vous faire un cours, je veux dire vous donner des messages clairs. Le jeûne thérapeutique marche très bien chez les non-musulmans, il ne marche pas chez les musulmans. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des revues scientifiques qui ont été publiées en Iran, en Arabie Saoudite, dans le pays du Golfe, en Égypte, et je pense même dans certains pays du Maghreb. Je fais la revue de la littérature. Le jeûne de Ramadan n'a pas montré son efficacité. C'est pas parce que le jeûne ne marche pas. Le jeûne de Ramadan, comme il est observé normalement, il doit marcher. Il n'y a pas de raison. Si vous observez vos habitudes alimentaires naturelles, vous mangez normalement, vous évitez d'être sucré et vous ne mangez pas de 2400 calories en 5 minutes, ça devrait marcher. C'est quoi à votre avis le problème? C'est les mauvaises habitudes alimentaires. C'est fort, non? À votre avis, c'est le mois de Ramadan qui ne marche pas ou c'est nous? Voilà. Donne-moi une mauvaise habitude à éviter. Pas trop de... Boire du lait. Trop boire du soda. Vous avez entendu? Le soda. Une résolution pour le mois de Ramadan pour éviter de manger trop de choses toxiques. Éviter moins de viande. Moins de pain. J'ai plus la Moins de sauce. Moins de sucre. Moins de sauce. Hein. Tout ce qui est sucré. Tout ce qui est sucré. Moins de sucre. C'est pas compliqué. Simplement, il faut vous manger à votre faim, il n'y a pas de problème. Mais ne forcez pas et ne mangez pas, vous ne vous laissez pas traîner par les grandes surfaces qui vous font... je ne sais pas, j'ai vu la femme voilée dans Cora qui font la publicité pour acheter des produits. C'est hypocrite. Hein, c'est vendre. Donc, je reviens un peu sur ce qu'on va tenir comme message, en tout cas l'activité physique. Vous allez faire tarawih, manger léger, pour pouvoir... Un imam, s'il mange trop, il ne peut pas faire tarawih. ما يقدرش يصلي بالناس. ما يقدرش والله لا يقدر. ما يقدرش يتنفس أصلا. Faites comme l'imam. Imaginez, on va dire, vous allez prier un peu de tarawih avec l'imam. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Hein, vous devez ressembler à l'imam. Après, Paris se rattrape. Hein. Certains imams. Allah yabarak fikum. Donc l'activité physique, même très modérée, est fortement recommandée. Essayez de faire l'expérience suivante. Moi, j'ai fait une année. Je mangeais des briques, une année, je n'ai pas mangé. La différence de poids est de 4 kilos. 4-5 kilos.
Je mangeais exactement la même chose. Le résultat de différence de poids est de 4-5 kg de différence. Le fait de faire 20 minutes de marche par jour, d'essayer de dire je vais me garer un peu loin, je vais faire tarawih à pied, je vais marcher à la mosquée pour le tarawih à pied. Qui a fait cette expérience? Moi, je l'ai fait en footing. Le footing. En footing. Ok. Avant le toit. Très bien. Très bien. Donc ça c'est des choses extrêmement importantes pour préserver l'effet bénéfique du jeûne de Ramadan. C'est la marche, monsieur. Exactement, c'est la marche. Il faut marcher. Tfadal. On va marcher. Si tu ne marches pas, il n'y a rien qui va. Ouais. Vous entendez ce qu'il a dit? La suivante, Allah barik fikum. Bon, c'est un peu compliqué, je vais en dire, mais je vais vous résumer ça, c'est très simple. Ne lisez pas trop la diapositive, c'est juste pour... c'est très technique. Le jeûne a également un effet sur l'humeur, sur le stress, des effets sur l'activité mentale, le rendement mental, des effets sur la concentration, et des effets sur des maladies dépressives graves. À votre avis, c'est un effet bénéfique ou néfaste? Considérez-vous, les premiers médecins qui ont fait les observations sur la thérapie par le jeûne, ce sont des psychiatres russes. Des psychiatres. Donc ils ont traité des maladies mentales très graves, désespérées. Le premier professeur qui en parlait de ça, c'est des gens qui, à l'état catatonique, c'est des dépressions vraiment mortelles. Et le mec, il ne veut rien manger, rien boire. Il y a un psychiatre, il a dit, bon, je vais voir le patient. Il ne veut pas manger, tant pis pour lui. Mais je vais l'observer, je vais l'étudier. Où est-ce qu'il va y aller? Au bout du 10e, 15e jour, il ne mange rien. Hein. Il ne fait que boire. Il a commencé à s'améliorer au niveau mental, au niveau psychique. Il a commencé à parler. Alors que pendant des années, il ne parlait pas. Pendant des années, ce genre de patient ne parlait pas. Pourquoi? Donc, la privation de la nourriture va déclencher une alerte conduisant un bouleversement hormonal qui va garder une forme de stress. Ah, le stress, c'est bon et c'est pas bon. C'est bon quand c'est nécessaire à la survie de l'humain, à la survie de l'animal, à la survie face à un danger. Et c'est pas bon, ça devient chronique. Tandis que dans le cas du jeûne, on va avoir énormément de production d'hormones, ce qu'on appelle hormones de stress, les catécholamines, l'adrénaline, la noradrénaline, la sérotonine, la dopamine, le cortisol. Ça vous dit quelque chose tout ça? Ce sont des hormones dopantes, interdites pour les sportifs de haut niveau. Allah est en train de, subhanahu wa ta'ala, est en train de vous... Yallah, nagaz. Il est en train de vous doper. Ça vous donne plein d'énergie. En plus, ces hormones-là régulent la glycémie. Ils vont monter un peu la glycémie. Ils vont pousser l'organisme à fabriquer davantage de glycémie à partir de protéines au départ, puis à partir d'autres solutions. Et ils vont vraiment le stimuler. Donc le mois de Ramadan, c'est vraiment le mois de jeûne, c'est le mois de l'action et de l'éveil. Ce n'est pas le mois de sommeil et de repos, l'inaction. Physiologiquement parlant, vous êtes plus à même à être plus serein, plus concentré, plus productif durant le mois de Ramadan. L'avez-vous remarqué? Ou alors, il y a un problème au niveau de l'alimentation, au niveau de régime alimentaire durant la période de soir. Si vous avez respecté cette alimentation équilibrée, pas trop chargée le soir, vous allez observer au bout de la deuxième semaine des effets neurostimulantes, des effets protectrices au niveau psychologique et au niveau de l'intellectuel à partir de deuxième semaine du jeûne. Donc, il y a également, ce qui est intéressant, il y a énormément d'augmentation de sécrétion de la sérotonine au niveau du cerveau. La sérotonine, c'est l'hormone de bonheur. Ça va donner l'énergie, la forme, la punch, machallah. Et la joie. On le trouve dans quel aliment? C'est ce qu'il faut, c'est dans le cerveau. Tu peux le trouver dans plein d'aliments, mais ça n'a pas d'importance. Ça ne passe pas dans la barrière hémato-encéphalique, ça passe pas. Tout ça, c'est de blablabla. Hein. Mangez ça, vous allez avoir ça. Ça passe pas dans le cerveau. C'est le cerveau qui va le fabriquer. نعم. لماذا يكثر النوم في رمضان؟ السمي. النعاس. النعاس. يختبر الناس تنعس. الناس تنعس. علاش؟ لسببين. ما هو؟ كثرة الأكل. كثرة الأكل. ومن بعد؟
خلينا الحاجة الثانية ما نقولها لكش نقولها لك وحدك بيني وبينك. Retiens la première chose, كثرة الأكل. Donc le fait de manger énormément, c'est quelque chose de, comme il a dit Cheikh, c'est quelque chose de monsib. Wallah, c'est monsib. Problème de concentration, problème de vigilance, problème de présence, et ça casse l'effet bénéfique du jeûne. Donc normalement, vous n'êtes pas censé manger 2400 calories quand vous jeûnez, vous n'êtes pas obligé de manger. En plus, vous avez moins de temps pour manger, donc vous n'êtes pas censé manger 2 tonnes et 2 tonnes, 2 tonnes. Et là, malheureusement, au niveau comportemental, au niveau alimentaire, ce qu'on observe chez nous, beaucoup, en tout cas parmi nous, on ne va pas exagérer, ce n'est pas le cas de tout le monde, heureusement. Ce qu'on observe, c'est que ces effets de restriction alimentaire ne sont pas observés. Bien au contraire, d'autres, je suis certain que parmi les musulmans, et c'est une vérité, prennent du poids après le jeûne du mois de Ramadan. Et ce n'est pas normal. Surtout quand on jeûne à des périodes assez longues de 18h, 19h par jour. La suivante, Allah barik fik. Donc les effets stimulants de jeûne sont extraordinaires. Ils sont vraiment magnifiques. Les psychiatres, beaucoup de psychiatres dans le monde, des équipes allemandes, des équipes russes, des équipes américaines, ils travaillent sur les effets de jeûne pour traiter la dépression gravissime. Il y a des gens qui vraiment ils dépriment, hein. Ils ont des idées noires, ils ont des idées suicidaires. Ce n'est pas parce qu'ils ont des problèmes dans leur vie, ils vont bien. Ils sont mariés, ils gagnent bien leur vie, ils ont plein de situations confortables, mais ce sont des formes de dépression qui résistent aux antidépresseurs, qui résistent aux médications le plus sévères. En plus de ça, le jeûne, vous voyez, même un animal qui n'a pas jeûné, qui n'a pas mangé depuis pas mal de temps, s'il voit une proie, il est capable d'aller très très vite la rattraper. C'est vrai ou pas? Un lion affamé, même s'il est très affamé, il est capable d'aller chercher sa proie. C'est faux? Non, c'est vrai. C'est vrai. Plus elle est affamée, plus il va vite. Et ça marche par ces mécanismes d'adaptation neuropsychologique, par la sécrétion de cortisol, par la sécrétion de noradrénaline. La suivante. العربية هاي موجودة قدامك. خلاص خرجت العربية. نفتح قوسين هنا فقط للإخوة اللي عندهم السكري لازم ينتبهوا لأمرين. أول شيء أنه الأمر لازم يكون مرعي تحت رعاية طبية. لا يستطيع أحدنا أن يصوم وهو عنده مرض السكري دون أن يعلم طبيبه. Il faut toujours être accompagné au niveau médical. Bon, on ne parle pas du diabète type 1, on est d'accord, on parle uniquement du diabète type 2. Il faut toujours informer le médecin. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des conséquences au niveau d'adaptation du traitement, etc., etc. Il faut quand même jouer carte sur table et jouer surtout la sécurité. ثانيا لازم أن يعرف الأعراض التي تؤشر إلى ضعف السكر في المستوى الدم. منها يعني العصبية، الاضطرابات، خفقان القلب، اضطرابات النظر، الشعور بالتعب القوي. Donc tout ça, c'est des symptômes que les gens, les diabétiques doivent les savoir pour éviter de tomber dans les hypoglycémies, notamment certains qui prennent des médicaments hypoglycémiques. Des médicaments, certains médicaments baissent considérablement le taux de sucre. C'est pour ça qu'il faut vraiment être accompagné par votre médecin. Il ne faut pas commencer à jeûner sans informer votre médecin si vous prenez des médicaments. Il faut peut-être parfois les déplacer ou les changer ou les prendre plutôt au moment de l'iftar, ne pas le prendre au moment de suhour. Et ça, il faut le savoir. واضح? Avez-vous des questions? في أسئلة يا أخواني؟ نعم. Pour les types 2, le diabète type 2, c'est normal, ça on va mal au ventre pendant les journées? Est-ce que c'est normal qu'on a mal au ventre? Normalement, il n'y a pas de mal au ventre, il n'y a pas de maux de ventre. On peut avoir des symptômes, ce qu'on appelle pseudo-digestifs, envie de vomir, envie de rendre, au bout du deuxième, troisième jour. C'est un phénomène d'adaptation. À partir du moment où on commence à fabriquer le corps cétonique, c'est très acide. Mais ça peut être passager. Mais ce n'est pas le jeûne normalement qui doit vous donner mal au ventre. C'est quelques jours. C'est quelques temps même, c'est quelques temps, pour 1 ou 2 jours, pas plus. Mais ce n'est pas votre diabète, hein. Le diabète ne donne pas mal. Si vous avez mal au ventre, c'est qu'il y a un autre problème. Non. Ça peut être plein d'autres choses, donc c'est pour ça qu'il faut pas... Quand on ne sait pas, il faut aller voir les spécialistes.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. La suivante, Allah يبارك فيكم. Alors, في هذه يعني بعض الأمراض التي يجب أصحابها أن لا يصوموا. منهم أصحاب السكري، السكر رقم 1. أصحاب بعض المرضى الذي عندهم أمراض القلب الخطيرة من ضعف القلب، وبعض الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى رعاية طبية قوية. La suivante. Donc, dans tous les cas, il faut toujours accompagner le jeûne par des conseils médicaux et toujours par une prise en charge médicale. Si vous êtes malade, même les maladies banales. Maintenant, on va parler d'autre chose. On va parler comment tirer et garder le bénéfice du jeûne. On a parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de ce que j'en avais dit au départ, تغييرات الفيزيولوجية في جسم الإنسان، منها يعني أحداث نوع آخر من التغييرات، أن البدن يعوض أن يستعمل الجلوكوز الموجود في الأكل يبدأ يستعمل المخزونات الموجودة في الكبد، ثم يستعمل المخزونات الموجودة في العضلات، ثم يحول الدهون الموجودة إلى الحوامض السيتونية. هذا أولا. ثانيا الميزات الطبية للصوم. عنده ميزات طبية للضغط الدم، للسكري، للأمراض القلب، بعض أمراض القلب، بعض أمراض الشرايين، وكثير من السمنة، حتى أمراض الجهاز العصبي والجهاز الجلدي. Maintenant, comment tirer vraiment le profit du jeûne? Une journée comme aujourd'hui, il fait un peu qu'est-ce qu'il fait comme température aujourd'hui? 29. Hein? Qu'est-ce que vous allez manger ce soir? Comment vous allez? Qui peut me donner un programme pratique? Comment tu vas? Toi, tu ne jeûnes pas pour le moment? Si. Tu serais grand. Comment tu vas procéder? Comment tu vas t'alimenter? Comment tu vas procéder? Qu'est-ce que tu vas manger? De l'eau. Des dates. Au moment de l'iftar, qu'est-ce que tu vas manger après le tarawih? Et qu'est-ce que tu vas manger fil suhour? De l'eau. Oui. Vous avez entendu qu'est-ce qu'elle a dit? De l'eau. De l'eau. Des dates. Il faut se réhydrater. Ouais. Le plus dangereux dans l'affaire, c'est pas le jeûne, hein. C'est pas le fait de se priver de l'alimentation. On a vu, je pense que je vous ai convaincu que le corps il peut résister même 50 jours sans manger. Jusqu'à 50-60 jours. C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? C'est beaucoup. Hein. Donc les mécanismes d'adaptation du corps sont extraordinairement riches. Subhanallah. Il y en a un corps humain, vous pouvez mettre en grève de la faim, vous attendez. En revanche, la privation d'apport hydrique, elle peut être mortelle. Elle peut être mortelle. 3 jours en conditions normales. Mais s'il fait chaud, en 24 heures, 48 heures. Hein. Vous vous rappelez des effets canicules de 2013, les gens sont morts en 2-3 jours. Ouais, même il y a 2 ans au Maroc, il y a des gens qui sont morts. Voilà. La déshydratation, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc il faut privilégier l'alimentation qui vous apporte un peu de calories. يعني بعض الأكل الذي يعطيك الحريرات اللازمة أن تدخل الطاقة من جديد وسعرات حرارية متوازنة، البروتينات، شوية جليسيد، شوية دهون، ولكن لازم الإنسان يشرب ما فيه قدر الكفاية ليحافظ على تنعاش البدن. هذا هو أهم شيء. L'alimentation traditionnelle, shurba, harira, c'est quelque chose de très bien. Bien sûr, les dates pour couper le jeûne. Il est intéressant de comprendre que les dates, quand on va les manger, le plus intéressant, c'est de les avaler tout de suite ou les garder dans la bouche? Les garder dans la bouche. Pourquoi? Les garder dans la bouche pour faire attendre l'estomac pour qu'il attend. En attendant, il est rassasié déjà. Moitié juste.
à moitié. Parce que le hab, c'est la salive va aider en fait à détruire les dattes et à faire sortir ce qui est intéressant dans les dattes, donc les aliments. Il y a autre chose. La question est la suivante. Pourquoi il ne faut pas avaler les dattes tout de suite? Il faut surtout les garder dans la bouche. المعدة مرتاحة لل 20 ساعة. Ok, garde le sucre naturel. Il ne faut pas l'abîmer, il ne faut pas le faire sortir directement. Sucre naturel. Mais comment il va rentrer le sucre naturel? Bah, c'est pour avaler la date complète. La réponse est toute simple. Le sucre, il faut qu'il rentre très vite. Vous avez deux voies naturelles, enfin une voie naturelle pour le faire et une voie médicale. La voie médicale pour l'injecter rapidement, c'est la voie intraveineuse. Et la voie naturelle, c'est la voie, ce qu'on appelle la voie sublinguale. Vous savez qu'est-ce que c'est sublinguale? Sous la langue, il ne faut pas l'avaler. Il faut vraiment le laisser sucer. C'est comme quelqu'un qui d'épanouit, il a dit faut le mettre un petit morceau sous la langue et il faut laisser fondre. Comment ça marche? Simplement, vous n'êtes pas censé avoir une culture médicale, mais en tout cas ça marche parce qu'il y a des veines sous la langue qui sont très très riches. La langue est extrêmement vascularisée, énormément de veines. Et c'est très vite, la salive, elle est en échange direct avec les veines. Et ces veines vont se jeter dans la veine jugulaire, qui va se jeter directement dans la veine cave inférieure supérieure, qui va se jeter directement dans le cœur droit. Et Halom Majara, ça va partir dans la circulation. Et en quelques secondes, le cerveau reçoit la quantité extraordinaire de sucre. Il permet et les muscles, etc. Donc, c'est pour ça que quand vous avez une faim extraordinaire, il faut manger quelque chose de sucré et essayer de les garder des dattes sous la langue. Donc là, on a insisté beaucoup sur ça, c'est la parenthèse médicale. Maintenant, l'hydratation, c'est très importante. Il faut, surtout, vous avez remarqué, si vous buvez de grosses quantités d'eau, qu'est-ce qui se passe? Comment? Ça gonfle, vous allez peut-être vomir. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Lourdeur, oui. Il y a un mécanisme naturel, ça s'appelle le trop de volume. Il y a le rein qui fait leur travail, leur boulot. Qu'est-ce qu'ils vont faire le rein? Trop de volume, je vais éliminer. Vous allez partir au water, tout simplement. Diurétique naturel, parce qu'il y a dans le cerveau aussi une régulation de la volimie, le volume. Et il faut que ça ne soit pas dépassé plus que 4-5 litres de volume de circulation. Si ça dépasse, bon, au water. C'est très bien, ça permet de rincer un peu l'organisme, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Il vaut mieux boire le litre d'eau de manière, ou 1,5 litre de litre de manière fragmentée, fractionnée, progressive, que de le boire d'un coup. Je dis, c'est bon, j'ai déjà bu mes 2 litres. Si vous l'avez bu en 10 minutes, un quart d'heure, sachez que 80%, 90%, vous allez l'éliminer par la voie urinaire. Très vite, c'est-à-dire que c'est perdu. Alors que si vous le buvez de manière progressive, vous allez vous préserver et vous allez les garder pour plus tard dans la journée, notamment pour le lendemain, pour la journée. Donc, rupture de jeûne, riche en alimentation hydrique. تشرب حاجة حريرة حاجة فيها سائل السوائل تكثر منها حتى التاي والقهوة ولا حتى مشروبات العصير لما تشربه في العادة تقدر تشربه إذا si tu as fait du sport, si tu as fait une grande activité physique, ça c'est intéressant. Ensuite, privilégier les sucres lents. Ça c'est surtout pour le sahur. Sahur. Pas au moment de repas. C'est le moment de la préparation de la prochaine journée. Évitez les acides gras complexes comme les briques, les alimentations frites et les pâtisseries. Ça, de temps en temps, vous pouvez vous faire plaisir. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais sachez que si vous consommez ça régulièrement, c'est quelque chose de très dur au niveau de l'alimentation de son métabolisme et c'est quelque chose de très cancérogène et c'est quelque chose de très, très complexe au niveau des conséquences sur l'organisme. Et tout l'effet bénéfique que vous avez fait avec la fabrication des corps ioniques, l'acide gras, etc., vous allez faire l'effet contraire, vous allez réinjecter de l'insuline dans le circuit. Les effets bénéfiques, ça n'est
Voilà, vous l'avez annulé en une journée, en un repas, peut-être en demi-heure. فهمتوني ما فهمتونيش الله يبارك فيكم. Donc la solution c'est de manger normalement, buvez normalement, essayez de manger le maximum de حيرات de manière naturelle ou normale, sous forme de harira, sous forme de shurba. السوائل تكثر منها. Il faut boire de l'eau, avoir une bouteille d'eau pas loin. مشيت للتراويح تشرب، رجعت من التراويح تشرب، قعدت في الدار تعاود تشرب شويه، قبل ما تنعس تشرب شويه، قمت تشرب شويه، تسحرت تعاود تشرب شويه. Et comme ça vous allez avoir suffisamment d'hydratation. Ça j'insiste beaucoup parce que c'est la période typique de la grosse chaleur. Si vous ne faites pas ça, vous allez souffrir. Hein? Surtout les personnes âgées, les personnes qui prennent des médicaments. Naam. L'eau, elle dégage les toxines. Elle dégage les toxines. C'est vrai. Non. علاش ما تيجيناش العطش؟ انا ما تيجينيش العطش ما تنشربش الماء. Avec l'âge, العطش مش كيما الانسان الصغير. الانسان كي يكبر مع العمر قد يبدأ يكون محتاج وشايح ولكن ما يحسش بالعطش. الاحساس بالعطش حاجه وحاجه البدن حاجه اخرى. انت بدنك يحتاج للشرب. لا بدا نشرب الماء. انا ما عنديش الذوق باش نشرب الماء. لازمك تشرب. Il faut boire un peu en petite quantité. Non, mais c'est ce qui s'est passé en 2003. Exactement. Les gens, ils sentent pas, les personnes âgées, plus vous avez de l'âge, plus vous allez sentir, pas bien sentir la soif. C'est ça qui est piégeant. C'est ça qui est piégeant. C'est ça qui... Et j'incite beaucoup. Toi, tu dois avoir une bouteille d'1,5 litre à côté de toi, tu dois la finir. Même s'il n'a pas envie. Merci. Shukran. Parce que toi, tu ne sens pas la soif et sache que c'est dangereux. شكرا. Afwan. Tfadal. La suivante. Voilà, ça c'est un message un peu style WhatsApp, Facebook, mais en tout cas il est clair. La nourriture aujourd'hui est tellement toxique que quand on met ça à table, plutôt de se souhaiter bon appétit, on devrait se souhaiter bonne chance. Pourquoi? Tellement de danger, beaucoup de produits toxiques, Oui. des produits cancérigènes. المعدة ما ملأ ابن آدم الوعاء شرا من بطنه صلى الله عليه وسلم. واضح. يعني si vous mangez des choses, vous jeûnez, machallah, vous êtes en train de désintoxiquer, mais vous allez chez McDo pour rompre votre jeûne, ou vous allez chez le kebab du coin, vous faites de la publicité, malish. Et vous mangez 2-3 briques, ta brique et la brique de ton frère et la brique de ton père, plus une coca. شيخة عندك la cata, hein? Et là tu fais encore 10 jours pour éliminer ce que tu viens de manger. Pas en termes de calories, en termes de calories on peut l'éliminer, mais en termes de toxines, des effets néfastes. Vous savez que ce qu'on appelle les acides gras transformés, les acides gras transcytogéniques, c'est des produits qui contiennent beaucoup d'effets cancérogènes. On a presque fini, c'est Mohamed. La suivante. Allah yabarak fikou. Donc juste un peu pour vous donner quelques effets bénéfiques pour certaines maladies. الصيام عنده أيضا أعراض إيجابية على كثير من الأمراض الموجودة من أمراض النقرس. النقرس la goutte, l'excès d'acide urique. اللي يأكلوا اللحم بزاف ويأكلوا الغنمي. La goutte, hein. Des crises articulaires au niveau des chevilles, des orteils, ben, le jeûne, c'est quelque chose de bénéfique. Mais la déshydratation, c'est quelque chose de dangereux. Raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur la réhydratation. L'obésité, السمنة. Normalement, إذا إنسان صام شهر رمضان ولم يسرف في الأكل ولم يسرف في الشرب ولم يسرف في المصاريف بإذن الله يعني يخسر 5% 10% من وزنه. الإنسان عنده 90 كيلو facilement il peut perdre 9 kilos. Celui qui a 70 kilos peut faire 5 à 7 kilos facilement, sans forcer.
les pathologies digestives الأمراض الجهاز الهضمي منها القرحة منها الالتهابات في المعدة الالتهابات في القولون الالتهابات في المعدة نعم الجاستريت les maladies cutanées l'eczéma les allergies الأحاسيس ça marche comment ça marche ça marche tout simplement يعني هذه أول شيء بالنسبة للأمراض الهضمية والأمراض الجلدية ça marche maintenant la privation des calories c'est quelque chose de bien le fait de montrer de moins de calories moins d'alimentation ça va fabriquer moins de toxines moins de calories donc moins de graisse et moins des acides uriques et moins d'acidité deuxièmement pour les maladies cutanées on a شفنا l'effet neurostimulants du jeûne الفرازات الفيزيائية الكيميائية الموجودة في البدن من الكورتيزول الأدرينالين والنورادرينالين والدوبامين تجعل الإنسان يحس بالنشاط وهذه نفس الإفرازات لديها أفعال أو لديها تأثير إيجابي على الجهاز التنفسي وعلى الجهاز الجلدي. La suivante, surtout la cortisol. Donc, on va également parler rapidement des effets anticancéreux du jeûne et des effets d'élimination de toxines. Est-ce que vous avez souvent eu cette remarque? Ils vous disent, mais vous jeûnez, c'est bien. Est-ce que vous avez le droit quand même de jeûner? Vous avez le droit quand même de boire pendant le mois de Ramadan? Non. Ah bon? Tu n'as pas le droit de boire? Si la salive. Ah bah c'est dur, tu n'as pas le droit de boire. Ils vous disent souvent cette remarque. Hein? Comment vous faites? Bon, pas pouvoir boire pendant le Ramadan. En plus, il fait chaud. Oh là 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 là, c'est dur, hein? Vous êtes vraiment des terroristes. Des extrémistes. Bah, vous leur dites, oui, on est des terroristes contre les toxines intracellulaires. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah, ça veut dire tout simplement, l'organisme, il a encore des phénomènes d'adaptation pour éliminer certaines choses et pour compenser certaines choses. Ça ne concerne pas les personnes âgées, je veux dire. Voilà. Comment ça marche? بدن الإنسان جسم الإنسان ماذا يحتوي؟ فيه تقريبا كيلو واثنين من الكالسيوم أو كيلو واثنين من البروتين ولا مش عارف إيش والأملاح المعدنية وفيها من الكيلو واثنين من الدهون والباقي كلها مياه. 85% du poids du corps humain, c'est de l'eau. Alors, si on fait l'analyse, où est-ce qu'il est reparti cette eau? أين توجد كل هذه المياه؟ خزانات المياه في بدن الإنسان. J'ai entendu beaucoup de réponses. Je vous donne quelques éléments de réponse. Donc, déjà, 4-5 litres se trouvent dans le secteur plasmatique. Très bonne réponse. Le secteur plasmatique, c'est 4-5 litres. Mais on a dit 80% du corps, c'est de l'eau. Et le reste vient d'où? 15% ça vient également de ce qu'on appelle le secteur interstitiel entre les organes. Et le reste, c'est-à-dire 60-70%, ça vient des cellules. Le gros réservoir d'eau dans l'organisme, ça vient des cellules. الخلايا. فالإنسان لما يحتاج إلى الماء يعني c'est le secteur plasmatique qui se vide en premier. Les grosses autoroutes se vident. Ça vient après des organes, le secteur interstitiel. S'il n'y en a plus, ça vient des cellules. Et les cellules, il faut qu'elles se vident. Elles commencent à vider un petit peu de l'eau dans le secteur commun, dans le secteur interstitiel qui va dans le vaisseau. Allah ibarak fik. Qu'est-ce qui se passe quand on transporte de l'eau? Essayez d'imaginer qu'est-ce qu'elle fait la cellule. La cellule, elle est pragmatique. Ben voilà, j'ai des déchets, des toxines, des choses qu'il a mangé, c'est Rachid, il a mangé chez McDo, on a mangé à 3h du matin, des frites, on ne sait pas quoi faire, ça fait 2 années que je le traîne. Allez, yallah, bismillah, je les jette dans le secteur interstitiel. L'interstitiel va l'envoyer dans le plasma, et le plasma va l'éliminer dans le foie et dans le rein. C'est pas magnifique? C'est pas extraordinaire? Et ça, c'est l'effet
le numéro 1 de cellules normales contre le cancer. C'est préventif, très important. Il y a également un autre effet anticancéreux, antimitotique, très important. Ça passe tout simplement par le sucre. Une cellule normale, qu'est-ce qu'elle consomme? On avait déjà dit, hein, c'est ce qu'on a vu au départ, elle mange du sucre. Elle consomme du sucre, du glucose, du glucose, du glucose. Voilà, cycle de Krebs, 36 ATP, etc., etc. Une cellule cancéreuse, qu'est-ce qu'elle consomme? De sucre. Encore plus. Il faut encore plus de sucre parce qu'elle se multiplie davantage et elle a besoin encore plus de sucre. Une cellule normale, tu lui fais subir le jeûne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se repose, elle se met en état de repos, elle va essayer de trouver des phénomènes d'adaptation, elle va essayer de trouver d'autres solutions, comme on a expliqué, par la néoglucogénèse et par les acides gras libres, puis par les cours cétoniques. Et une cellule cancéreuse, elle déteste. S'il n'y a pas de sucre, elle ne peut pas vivre. Du coup, comme tu viens de deviner, quand vous jeûnez, vous détruisez énormément des milliards de cellules cancéreuses. Oh, subhanallah. Le fait de jeûner, le fait de vous priver de sucre, ça vous détruit automatiquement des cellules cancéreuses. Pour les gens qui ont des cancers, ils ont fait des expériences suivantes. Toujours sous contrôle médical, hein, bien entendu. Hein. Donc au bout de 1 ou 2 de privation totale, ils ont fait de privation totale d'alimentation. Donc les cellules cancéreuses, ça y est. Les cellules normales, elles trouvent d'autres phénomènes d'adaptation. Elles s'autorégulent. Elles vont moins vite, elles consomment moins vite, elles consomment moins. Les cellules cancéreuses, elles ne savent pas s'autoréguler parce qu'elle est censée se multiplier tout le temps. Tout ce qu'elle sait faire, c'est se multiplier. Donc si elle ne se multiplie pas, elle va mourir. Il y a encore augmenter les chances de survie par le jeûne et augmenter également l'efficacité de la chimiothérapie par le jeûne. Le fait de donner une chimiothérapie, c'est quelque chose qui peut détruire les cellules normales, qui peut détruire également les cellules cancéreuses. C'est ça le problème, c'est un poison. Un poison qui va détruire les cellules anormales, mais qui peut avoir des dégâts collatéraux qui va également détruire des cellules normales. Ben, les cellules normales, le fait qu'elles consomment moins, qu'elles sont moins rapides, elles vont devenir beaucoup moins sensibles à la chimiothérapie. C'est ça qui est aussi extraordinaire, le jeûne. Le jeûne protège les cellules normales. Et chez les cellules cancéreuses, tu leur rajoutes encore des toxines de chimiothérapie, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Elles vont mourir encore plus vite. Donc l'efficacité des chimiothérapies, des traitements antibiotiques anticancéreux se multiplie par 4 fois 10, voire par 10 selon les études, s'il est accompagné par le jeûne médical. Là je parle de jeûne médical, hein, carrément. C'est quoi exactement le jeûne médical? Ça peut être un jeûne total. Rien? Rien. Pendant combien de périodes? Ça peut aller jusqu'à 7 jours, à 14 jours, à 21 jours. Ah ouais? Oui. Ça ressemble dans certains protocoles. Mais tu n'as pas besoin de faire un jeûne médical. Tu fais une fois par an cure. Curiosité, oui, oui. 7 jours sans manger. Sans manger. On peut vivre. Il faut s'hydrater simplement et il faut surveillance médicale. C'est toujours accompagnement médical. Hein. Et également, ça facilite le jeûne de lutter contre les addictions, tabac, café, thé, drogue, alcool. Malheureusement, ça existe chez nous, dans notre communauté, il ne faut pas se voler la face. Le fait de se prémunir de sucre, le fait de manger moins sucré, vous avez le point commun avec les gens qui sont drogués, ils consomment énormément de sucré. Comme ça, ils se dopent. Hein? Le fait de le mettre en... C'est un peu comme les cellules cancéreuses. Il est accro. Le sevrage va être beaucoup plus facile quand on est en hypoglycémie. La suivante, on a bien vu. Donc, ce qu'il faut retenir comme message, bon, j'ai fait une longue présentation, ce qu'il faut retenir comme message, donc la modération alimentaire, il faut l'observer durant tout le mois de jeûne de Ramadan. Éviter de faire le plein. Hein? Remplir le ventre avec tout ce qui bouge. Faire le plein au niveau de caddie, faire le plein au niveau de l'estomac, faire le plein au niveau de ce que vous voulez. C'est pas du tout le comportement recommandé au niveau médical, ni islamique, ni rationnel.
Non, par contre, les grandes surfaces et les lobbies de consommation, ils vont vous pousser à la consommation. Et les études ont été faites. Un musulman normal en France, il consomme 1,5 fois, 2 fois son budget normal durant le mois de jeûne. Et croyez-moi, c'est pas du tout ce qui est recommandé. Avec cet argent-là, vous pouvez le donner au secours islamique, vous pouvez le donner aux EBSP, vous pouvez le donner à des mosquées, vous pouvez le donner au lycée, vous pouvez le donner à plein de fondations, que de le gaspiller et que détruire sa propre santé. Mettre le paquet sur le fruit et légumes. Alhamdoulilah, vous ne vous préparez pas de risque. De préférence sans pesticides. Nettoyez-les bien, si vous pouvez. Et garder une activité sportive régulière. Ça, c'est un secret qu'il ne faut pas le lâcher. Le sport, contrairement à vos pensées, il est tout à fait possible durant le mois de Ramadan. Après, chacun son sport habituel. Le hajj, c'est la marche. Toi, c'est le vélo. Lui, c'est la natation. Et l'autre, c'est la course à pied. Voilà. Mais il faut garder un minimum d'activité physique de marche. Voilà. Alors, là, c'est quelque chose de supplément que je l'ai. Il y a quelqu'un, un ami, qui m'a demandé de le traduire concernant le Majma' al-Fiqhi, le Fatawa al-Majma' al-Fiqhi bi Jeddah, concernant les examens médicaux. Ça, c'est juste, ça n'a rien à voir, mais je vous donne à titre indicatif, à titre d'information. Là, on me pose la question, injecter une intraveineuse, est-ce que ça casse le jeûne? Faire une fibroscopie de l'estomac, est-ce que ça casse le jeûne? Se faire opérer de la cataracte, ça casse le jeûne? Faire soigner une dent, est-ce que ça casse le jeûne? À votre avis? Donc, en tout cas, non, ça c'est vraiment les Fatawa al-Majma' al-Fiqhi bi Jeddah, ça fait déjà plus que 20 ans qu'ils ont déjà fait ça. Ce sont des sommités de recommandations des savants musulmans qui ont dit clairement ces genres de choses ne rompent pas le jeûne, notamment des examens médicaux. Si je vous l'ai mis aujourd'hui, c'est pour vous dire, Allah barik fikum, quand vous allez aux urgences, on vous pique une intraveineuse, on vous met une perfusion, on vous fait des analyses sanguines, c'est pas la peine de dire j'ai rompu mon jeûne donc je vais arrêter de manger. Alors, est-ce que vous avez des questions? Tout à l'heure par rapport à l'attention. Oui, ce que tu as fait tout à l'heure, c'est que tu as fait un malaise vagal. C'est quoi, un malaise vagal, c'est un déséquilibre de réflexe, tout simplement. Si tu as trop, surtout souvent après avoir mangé, il y a des phénomènes de régulation de baisse de pression artérielle. Baisse de pression artérielle qui évite qui permettent de mettre le paquet sur la digestion. Voilà. Si la pression baisse trop, il va y avoir le phénomène contraire, c'est de l'accélération de la fréquence cardiaque. Et on peut avoir l'effet encore inverse, brutal, ce qu'on appelle le frein vagal. Il va baisser brutalement la pression artérielle et ça peut donner vraiment l'impression de vaguer, l'impression de perdre connaissance. C'est dû à un jeûne? Ça peut être dû à la fatigue, tout simplement. Oui. Il faut prendre un sucre, il faut... Non, il vient de manger. Le malaise vagal, c'est pas une hypoglycémie. Le malaise vagal, c'est un réflexe de baisse de fréquence cardiaque brutale. Vous avez bien expliqué le fonctionnement d'un corps humain, comment il fonctionne exactement. Oui. Et vraiment, c'est un ordinateur, c'est une machine vraiment très compliquée. C'est plus complexe qu'un ordinateur. Un ordinateur a le droit de se planter, le corps humain n'a pas le droit de se planter. La question que je pose, pourquoi il y a des docteurs athées qui ne croient pas, qui croient que c'est la nature, elle est capable de faire des trucs comme ça? Pourquoi il y a des docteurs athées? Des docteurs athées, ils ne croient pas en Dieu. Bien sûr. Pourquoi il y a des docteurs athées? Ça, c'est une question philosophique, ce n'est pas une question médicale. Pourquoi il y a des médecins athées, même des musulmans athées? Ça existe? Pourquoi il y a des musulmans qui ne pratiquent pas? Hein? C'est vrai ou ça existe pas pareil? Je parle. C'est des questions qu'on peut se poser. Oui. Yani, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle. C'est tellement complexe et tellement extraordinaire qu'on ne peut pas dire que c'est fait par un humain. C'est impossible. Je vous ai décrit comment le cœur peut exister, peut aussi porter de jeûne, de privation totale. Je vous ai parlé un petit peu, hein, je ne vous ai pas parlé en détail comment ces choses se mettent en route, et que subhanallah, c'est quelque chose d'extraordinairement complexe et extrêmement merveilleuse. Ce qu'il faut retenir, le corps humain n'est pas fait uniquement pour manger, il peut se priver de l'alimentation.
2. La privation peut avoir des effets bénéfiques sur le psychisme, sur la spiritualité et sur le corps. 3. Le jeûne de Ramadan, ça fait partie, peut être également une thérapie. Si on observe certaines précautions que j'essaie de l'insister, éviter les excès, éviter l'alimentation trop grasse, éviter l'alimentation déséquilibrée. 4. Le jeûne, thérapie, la thérapie par le jeûne ne peut être entrepris qu'à partir de plusieurs jours de jeûne. Hein. Et pour garder le bénéfice, il faut l'entretenir dans le temps. Faire un peu le siyam de 2-3 jours par mois, par exemple. Je ne sais pas si j'étais clair, je ne sais pas si j'ai réussi à passer un message. Très bien. C'est bien, bravo. Allah yabarak fikum. Si vous avez des questions, je suis encore là. J'ai une question moi, par rapport à l'addiction au café. Je bois beaucoup de café en dehors du ramadan. Et après, je suis amené à jeûner. Du coup, le soir, si jamais je bois un café, ben, je ne dors pas. Et je voulais savoir quel comportement adopter. Est-ce que j'arrête de boire complètement du café pendant le mois du ramadan? Ou alors est-ce que j'en bois fiscal? Ou comment, je sais pas comment... Écoute, Allah subhanahu wa ta'ala dit que tout ce qui est licite, le café c'est licite. Il me dit la règle suivante générale. Wakulu washrabu wala tusrifu. C'est-à-dire mangez, buvez, ne tombez pas dans l'excès ni l'exagération. D'accord? Je ne veux pas dire, bon, si vous êtes vraiment accro de la première goutte de café, j'aurais tendance à vous dire, évitez. Mais en règle générale, l'excès commence pour le café à partir de 3-4 tasses par jour. Ce qui est peu. Mu'min, arrête s'il te plaît. Donc l'excès, ça arrive très vite chez les gens qui sentent le besoin répété et irrésistible de reconsommer. Si tu vois un verre de café, le fussuhu, pour te remettre en forme, ça ne me choque pas. Si tu sens déjà le besoin de boire le café plusieurs fois, ça devient une addiction. Et les jeûnes, en général, c'est quelque chose qui va vous aider à contrebalancer, à résister contre toute forme d'addiction, que ce soit cigarette, que ce soit café, que d'autres sont addictions au soda, d'autres sont addicts à la télé, d'autres addicts à Internet, d'autres sont addicts à des choses extraordinaires. Je ne veux pas vous faire un panel, mais en tout cas, le jeûne, ça peut permettre d'avoir, par des mécanismes neuropsychologiques et métaboliques, de résister. Maintenant, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de consommer modérément et de surtout ne pas reconsommer énormément après. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Et il faut me stimuler, il faut me poser des questions. Il y a des questions importantes qui n'ont pas été posées. Moi, je vais en poser une autre. Alors, c'est sur les plats le soir. Qu'est-ce que vous mangez? Parce que moi je mange. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, c'est ça? Moi j'ai arrêté le brick, honnêtement. Je leur donne aux enfants, ils sont là. On a compris que vous avez arrêté les briques. Entre autres. J'éviterai tout ce qui est sauce, mis à part l'huile d'olive. Parce que c'est un médicament, c'est hyper calorique, c'est vrai. Et j'éviterai l'excès de pain, surtout au moment du iftar. Et bien sûr, tout ce qui est forme de féculents, pâtes trop lourdes, ça c'est... Mangez un petit peu si vous avez faim, mais sans charger. Le message clair, il ne faut pas charger, fait l'iftar. Il faut juste se resucrer, se faire plaisir en mangeant tranquillement et se préparer pour un tarawih. Et si vous êtes trop lourd, ben c'est sûr que vous avez qu'une envie, c'est d'aller dans votre lit. Vous êtes perdu. Tfadal. Vous avez tout dit, merci beaucoup, mais il y a une chose que je n'ai pas entendue, peut-être que vous l'avez dit, je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut provoquer le diabète à la langue de son trajet? Ok, l'évolution naturelle du diabète. Une maladie sur le corps, est-ce qu'il tape sur les oreilles, sur les yeux, sur le sexe, sur l'estomac, sur les reins? Qu'est-ce qu'il est capable? Alors, le diabète, que ce soit type 2, que ce soit type 1, c'est un excès de sucre. Le type 1, parce que le corps n'arrive pas à sécréter de l'insuline. Le type 2, parce que c'est un phénomène d'adaptation à l'insuline et une résistance à l'insuline. L'augmentation de taux de sucre dans le sang, c'est un marqueur d'inflammation, c'est un marqueur de maladie cardiovasculaire, que ce soit accident vasculaire cérébraux, que ce soit infarctus du myocarde,
que ce soit hémiplégie, que ce soit ces formes d'augmentation de la pression artérielle, que ce soit en monde occidental, c'est la première cause de cécité par la rétinopathie diabétique, que ce soit sous forme d'atteinte au niveau des vaisseaux, au niveau des reins, ça s'appelle la néphropathie diabétique, et c'est la première cause de dialyse en France. Donc le diabète, il ne faut pas le prendre à la légère. Comme tu l'as dit, ça peut taper partout, sur tous les organes. Là où il y a des vaisseaux, là où il y a le sucre, là il peut y avoir une atteinte. Donc c'est ce qu'on appelle une macro- et micro-angiopathie en forme de langage médical. Le diabète agit sur le vaisseau. Et les vaisseaux, il y en a dans tous les organes, parce que les organes, ils ont besoin de se nourrir par les vaisseaux, justement. Et le jeûne est très bénéfique pour le diabète du type... Non. Alors, je recommence le cours. Type 2, Allah yabarak. Type 1, ils n'ont pas le droit de jeûner. Et comment on peut expliquer une personne qui mange beaucoup de sucre et qui n'a pas de diabète? Alors, il y a des gens, effectivement, qui peuvent consommer énormément de sucré, qui ne développent pas immédiatement le diabète. Je n'ai pas dit qu'ils ne développent pas immédiatement. Ça dépend de leur mode de vie. Ce sont des gens qui sont très actifs. Je vous donne un exemple, quelqu'un qui travaille à un travail extrêmement physique. Tu prends un ancien mineur, il mangeait 9000 calories par jour, mais ils sont secs comme un doigt. Ce sont des gens qui ont une pénibilité de travail extraordinairement dure, extrêmement violente, et ces gens qui ont besoin de brûler ces calories, ils le font à juste titre. Les sportifs de haut niveau, ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il a besoin, après un marathon, de se réhydrater, de boire énormément de sucré, et pas uniquement le sucre, hein, des minéraux aussi, des choses salées. En dehors de ça, l'excès de sucre, à un moment donné ou un autre, va se transformer en lipides, ou en acides gras, ou bien en maladie diabétique. Et dans tous les cas, c'est également un marqueur de cancer. Parce que les cellules cancéreuses adorent les milieux très sucrés. Vous l'avez compris, je pense. Après, il y en a qui mangent très peu, qui grossissent vite. D'autres qui mangent beaucoup, qui ne grossissent pas. Ça s'appelle le métabolisme de base de chacun. Et l'habitude alimentaire de chacun et le mode de vie de chacun. Il y a la génétique, il y a le mode de vie. Et c'est complexe, hein, c'est complexe. En tout cas, l'excès, hein, je parle de l'excès. L'excès, c'est jamais bon pour tout le monde. Est-ce qu'on peut dire que le sucre il tue plus que des toxicomans qui sont accros de drogue, des trucs comme ça? Est-ce que le sucre tue plus? Wallahi, les sucres blancs, là, c'est quelque chose, en soi, il ne va pas vous tuer. Sinon, on ne l'utiliserait pas. Mais l'excès... Maintenant, parce qu'on travaille, la plupart des gens travaillent au bureau, ils bougent pas. Oui, mais j'ai compris. Le mode de vie alimentaire, le mode de vie sédentaire, la sédentarité, le mode de vie, tout le monde prend la bagnole, boulot, métro, dodo. Pas de place au sport, pas de place à l'activité physique, pas de place à une activité annexe. Ça fait que voilà, les maladies cardiovasculaires et le cancer explosent. Hein, explosent. Est-ce qu'on peut le mettre dans une alimentation très dangereuse? Ça fait partie de l'alimentation dangereuse, oui. On n'est pas censé manger du sucre, surtout des sucres rapides. Les sucres rapides, on n'est pas censé les manger. Il y a des gens qui ne mangent absolument pas de sucre rapide. Hein. Les Asiatiques, ils ne savent pas ce que c'est. Les Chinois, les Indiens, ils ont très peu de maladies du gluten, beaucoup moins de dépression, beaucoup moins de cancer. Ça, c'est une petite parenthèse de culture médicale. La question importante, c'est le jeûne et le sport. On m'a pas posé cette question. Et le jeûne et la grossesse. Vous ne m'avez pas posé cette question. Donc le jeûne et le sport déjà. Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Tfadal. Est-ce qu'on peut faire partir complètement le diabète? Est-ce qu'on peut faire partir complètement le diabète, éliminer complètement le diabète? Le type 2. Très bonne question. Il veut savoir est-ce que le jeûne peut faire partir complètement le diabète. En fait, le jeûne n'est pas là pour... il va favoriser un équilibre favorable pour l'élimination d'excès de sucre. Je m'explique. Donc, l'excès de diabète type 2, c'est l'excès d'élimination de sucre. Et le fait d'en apporter moins, c'est une réponse naturelle
ben, j'en ai trop, je vais apporter un peu, beaucoup moins et je n'aurai normalement moins de stock à éliminer. Et si tu rajoutes l'activité physique, c'est quelque chose de magnifique et c'est l'activité physique à la fin qui permettrait de mieux contrôler ou quasiment guérir. Mais il faut qu'elle soit régulière et quotidienne. Un diabétique, il faut qu'il fasse 1 heure de marche ou 2 heures de marche prévalente pour être tranquille, pour ne pas prendre des cachets. Mais comme la majorité, comme il a dit, bon, sont sédentaires au bureau, ils vont prendre... Voilà. Concernant l'activité sportive, est-ce que je peux faire du sport en jeûnant? Oui. Si oui, avec quelle précaution et quel moment? L'après-midi. 1 heure, 1 heure et demie avant le sport? Oui, par exemple. Modération, en fait, il ne faut pas forcer non plus. On ne cherche pas à avoir le sprint final. Ok, vous avez entendu? Ça, c'est une première proposition. Deuxième proposition, c'est après l'iftar. Mais ça, c'est surtout s'adresse à la période où quand on est en hiver ou au printemps, où la nuit elle est un peu plus longue, on pourrait faire facilement le sport après l'iftar. D'ailleurs, ne prenez pas de risque. Au contraire, c'est bien, vous éliminez l'excès. Et puis, après, vous avez le temps de vous réhydrater. Troisième solution possible, c'est au moment de après suhour. Après suhour, le corps il est bien hydraté, il est bien alimenté, le plein il est quasiment fait. Mais attention, il ne faut pas trop se déshydrater. Parce qu'après une fois, vous êtes déshydraté, vous avez du mal à vous rattraper. Absolument, absolument. Les sportifs de haut niveau, si tu prends la fatwa de l'équipe de France, ils ne jeûnent pas. Il paraît que Mohamed Salah fait le jeûne aujourd'hui. Mohamed Salah, il est voyageur, il a le droit de jeûner. Il est en Ukraine, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, mais il paraît qu'il fait le jeûne. Oui, il paraît. Bon, je ne sais pas, moi je suis là. Ils ont écrit dans la presse. En tout cas, c'est possible, hein, c'est possible, mais il faut qu'il soit bien entraîné, bien accompagné. Et faire le jeûne pour le fun, c'est pas le bon. Hein. Quand un sportif de haut niveau, c'est très très dur. Hein. Voilà. C'est pas dangereux de manger, d'y aller courir avec l'estomac plein L'estomac plein et c'est pour ça qu'il ne faut pas leur faire le plein, il faut manger un petit peu. Et là, vous avez la possibilité de faire des sports, c'est intéressant. Concernant la grossesse et l'allaitement, c'est quelque chose de toujours très particulier. Hein. C'est vraiment du cas par cas. Et c'est très dangereux pendant la première phase de grossesse que d'observer un jeune si la femme elle a des déshydratation, si elle a des vomissements, si elle a déjà une perte du poids. Et il faut vraiment l'accompagner sur des cas par cas. Et c'est toujours sous contrôle médical. Concernant la prise des médicaments, c'est une autre question. Si vous jeûnez, vous avez des médicaments, comment vous faites? On voit que le médecin, puis... Voilà, si on peut le décaler pour au moment de suhour ou au moment de iftar. Si les maladies le permettent. Ok? Et pour l'analyse de sang, par exemple, si j'ai envie de... Si tu as envie de faire une analyse de sang, moi quand j'avais une analyse de sang, même quand il faut observer 8 heures de jeûne. À partir de 14 heures, tu peux aller voir le laboratoire. Je dis j'ai 8 heures de jeûne, je vais faire ma prise de sang. Ça fait toujours à jeun, la prise de sang. 8 heures de jeûne. À 14 heures, normalement, toi, tu n'as pas mangé. Ils vont te regarder avec des gros yeux, tu leur dis il n'y a pas de problème, ça fait 8 heures que je n'ai pas mangé. Mais d'habitude, on la fait toujours à jeun. Oui, à jeun. Voilà. Mais le souci, s'il veut faire la prise de sang à 6 heures du matin comme les autres, ou à 7 heures du matin, ou à 7 heures du matin, c'est 2 heures après suhour. Donc c'est... Allah yabarak fikum. Jazakumullahu khayran. Merci pour votre interaction. J'espère que ça vous a plu. Jazakumullahu khayran.